Bienvenue et suivez-moi en tant que Samsung Galaxy S26 et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez faire sur ce téléphone. D'accord, donc je vais commencer par préciser rapidement que pour la plupart, ce ne seront pas des choses compliquées ou quoi que ce soit dans ce genre. Ce sont simplement des choses que j'utilise personnellement au quotidien ou que je modifie sur les téléphones. Vous, si je peux, donc ce sera juste présenté de ce point de vue-là. Donc, certains d'entre eux pourraient vous sembler un peu ennuyeux ou peu inspirants, soyons honnêtes. Alors, commençons. Maintenant, je vais commencer par une astuce un peu plus inspirante, je dirais. Donc, si nous allons dans nos paramètres ici, vous trouverez Galaxy AI que nous allons ignorer, parce qu'à ce stade, je suis à peu près sûr que nous en avons tous assez de ça. Mais juste en dessous, nous avons une option intéressante appelée Mode et Routine, et plus précisément, je parle des routines. C'est un endroit génial où vous pouvez simplement créer des actions. C'est en gros quelque chose de similaire à la façon dont vous pouvez configurer votre maison connectée. Pour, vous savez, avoir ce genre de scie, alors on peut en créer une et disons scie. Et vous pouvez choisir parmi plein de choses différentes. Comme vous pouvez le voir, la liste est vraiment vaste. Donc, disons que si je me connecte au Wi-Fi, je vais simplement chercher Wi-Fi. Et je peux spécifier le réseau Wi-Fi, la puissance du Wi-Fi ou simplement le Wi-Fi, comme pour l'appareil physique si c'est activé ou désactivé. Donc, je vais choisir le réseau spécifiquement. Donc, si je suis connecté et que je peux ajouter un réseau spécifique, je vais choisir celui auquel je suis connecté en ce moment. Et nous pouvons choisir « Fait ». Donc, si je suis connecté à ce réseau, je peux ajouter des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple la recherche. Disons l'heure, une heure précise. Si je suis connecté à ce réseau à disons 7 heures du matin. Alors, voyons. Répéter chaque jour. Fait. Donc, si je suis connecté à ce réseau à ce moment précis, disons, nous allons le faire. Mode ne pas déranger activé. Donc, comme vous pouvez le constater maintenant, j'ai également la possibilité de le renommer très facilement. Par exemple, en choisissant le nom DND pour ce profil spécifique. Fait. Donc maintenant, nous avons le mode DND. Donc en gros, il s'agit d'un réseau de travail. Donc dès que je me connecte au réseau à 7 heures du matin, ou à l'heure à laquelle vous arrivez à votre travail, mais gardez à l'esprit que vous devez le programmer à l'heure où vous êtes déjà au travail. Donc, si vous arrivez à 7 heures, laissez peut-être 10 minutes, donc 7h10, car je ne pense pas que ce soit exactement à 7 heures précises. Si c'est une minute après, cela pourrait ne pas se déclencher, mais je pense qu'il y a probablement aussi un moyen d'en faire une période horaire à la place. Mais c'est suffisant comme exemple, donc quand je suis au travail, cela l'activera. Maintenant, je peux en ajouter un autre qui l'éteindra et je peux, par exemple, au lieu de le baser sur l'heure, le faire différemment. Je pourrais chercher si GPS peut-être. Oh, allez, je sais qu'il y a une option de localisation. Voyons les modes, essayons. Voyons le mode nuit, déplacement, lieu. Voilà, c'est ça, donc ça s'appelle lieu. Donc si lieu, voilà, voyons celui-ci. Je le laisse. Ensuite, encore une fois, DND, juste pour revenir au mode ne pas déranger, est désactivé. Donc au moment où je quitte cet endroit, le mode ne pas déranger serait en fait désactivé. Et ça me permet tout simplement de l'automatiser. Voilà. C'est juste un exemple très simple de ce que j'ai fait ici, mais vous pouvez aller plus loin. Par exemple, parmi les choses que moi ou vous pourriez configurer, il y a si vous avez des appareils domotiques. Cela vous permet de vous connecter à vos objets connectés, ce qui vous permet de connecter ou de contrôler votre maison intelligente. Et si vous avez des appareils ajoutés là-dedans, vous pouvez essentiellement les faire déclencher automatiquement en fonction de différents critères de votre appareil.
Donc même si par exemple SmartThings ne vous permet pas d'ajouter certaines automatisations, ceci le peut, et cela peut se connecter à l'application Smart Home ou SmartThings. Et vous pourriez en gros avoir des automatisations qui, si vous arrivez chez vous ou dans une zone spécifique, allument les lumières, ouvrent les portes, votre barre de son par exemple s'allume. Quand la barre de son s'allume, elle passe automatiquement en mode Bluetooth. Et en passant aussi en mode Bluetooth, elle pourrait automatiquement régler le volume, par exemple, à 5. Ou vous pourriez automatiquement la faire jouer de la musique. Donc, vous pouvez vraiment aller assez loin ici et c'est tout simplement génial d'avoir des automatisations. Mais sachez simplement que cela devient encore mieux si vous avez de vrais appareils domotiques intelligents. Sinon, vous êtes un peu limité au téléphone lui-même et à ce qu'il peut faire. Si vous avez des appareils domotiques supplémentaires, alors vous pouvez étendre cela à toute votre maison, ce qui devient encore mieux. Bref, passons maintenant au son et aux vibrations. Maintenant, ici, nous avons l'option de séparer. Séparons maintenant l'option qualité sonore et effet. C'est une excellente option que j'aime personnellement, c'est celle-ci, adapter le son juste ici. Je vais à nouveau autoriser. Je ne pourrai pas vous montrer exactement le mode ou l'option que je voudrais. Mais si on l'active, on peut choisir parmi ces options ici. Alors quoi? Il s'agit en fait d'options pour la perte auditive que l'on développe au fil des années. Donc nous avons moins de 30 ans, de 30 à 60 ans et plus de 60 ans. Ce que cela va faire, c'est essentiellement activer un égaliseur personnalisé conçu pour ce type de tranche d'âge. Cela permettrait de compenser une perte auditive traditionnelle liée à l'âge et d'amplifier les fréquences que ces personnes entendent moins bien. Voilà. Bon, tout cela est très bien en soi. Cette option est excellente et je trouve qu'elle apporte vraiment une amélioration. La qualité sonore, mais ce que je veux aussi souligner, c'est que cela peut être utilisé d'une manière un peu différente. Disons que vous avez des écouteurs de mauvaise qualité. Moi, j'ai les Samsung, ce sont les Buds 2. Donc, disons que vous avez des écouteurs de mauvaise qualité. Par exemple, ceux-ci, et ils ont du mal à reproduire certaines fréquences sonores spécifiques. Alors, au lieu de sélectionner l'une de ces options ici, que feriez-vous? À la place, quand ceux-ci sont connectés, il suffit de sélectionner ici pour en ajouter un. Donc, ajoutez un profil sonore personnalisé et vous le lancez. Mais il vous faut des écouteurs ou un casque pour cela. Ils doivent être connectés à votre appareil. Vous devez les porter maintenant. Et quand c'est le cas, assurez-vous d'être dans une pièce contrôlée au niveau du son où il n'y a pas trop de bruit. Parce que les sons qui vont être joués, vous ne pourrez ni les augmenter ni les diminuer. Ils ont leur propre niveau spécifique auquel ils sont diffusés. Et en plus, ils sont très faibles. Je veux dire, cela peut varier en fonction du casque ou des écouteurs que vous utilisez. Donc, selon le modèle, dans certains cas, cela peut être un peu plus fort ou bien beaucoup plus faible. Mais ce que cela va faire, c'est jouer des sons faibles soit dans l'écouteur gauche, soit dans l'écouteur droit, et vous donner un test pour voir si vous pouvez les entendre ou non, ce son. Maintenant, vous n'avez pas vraiment besoin de dire « vous savez ». C'est à gauche, à droite ou quelque chose comme ça, mais vous devez tout de même sélectionner correctement. Que vous puissiez l'entendre ou non, il n'y a rien de mal à ne pas l'entendre. Et ce que cela va faire, c'est créer un profil personnalisé conçu pour vous. Mais ce que cela pourrait aussi potentiellement faire, c'est, quand vous avez des écouteurs de mauvaise qualité par exemple, et que vous n'entendez pas certaines fréquences qu'ils jouent, il se peut que le problème ne vienne pas de vous si vous ne les entendez pas. Ce n'est peut-être pas votre audition qui est mauvaise, mais plutôt les écouteurs qui sont de mauvaise qualité, et ils n'arrivent tout simplement pas à reproduire certaines fréquences sonores correctement. Et comme ils échouent à ce niveau-là, vous ne pourrez pas les entendre lorsque le téléphone essaie de les restituer, donc dans ce cas, vous ne pouvez pas les entendre. Cela amplifierait ces fréquences. Essayant de compenser le profil de mauvaise qualité des écouteurs que vous utilisez peut-être, ce qui, par exemple, je ne sais pas, peut-être qu'ils se concentrent trop sur les basses et les aigus, mais les médiums ou les sons du milieu sont juste mauvais, non? Donc, vous ne les entendez pas très bien, alors en n'entendant pas les médiums, vous indiquez que vous ne pouvez pas les entendre. Et cela les amplifierait, en espérant se rapprocher un peu plus de ce que ces écouteurs offriraient en basse et en aigu. Donc, c'est l'un des avantages de configurer cela. Et une fois que c'est fait, ça fonctionne sur tout le système.
Donc peu importe ce que vous utilisez, si ça joue du son, ça sera affecté par ce réglage. Et vous n'avez pas besoin de spécifier d'application ou quoi que ce soit, ça fonctionne tout le temps. Donc c'est vraiment super. Maintenant, une autre chose ici, c'est le Dolby Atmos. Pour être honnête, je ne suis pas vraiment sûr si cela va simuler le Dolby Atmos ou si ça va simplement l'activer quand il est disponible. Découvrez un son révolutionnaire pour la lecture multimédia qui vous enveloppe et vous survole. Encore une fois, cela ne répond pas vraiment à ma question, pour être tout à fait honnête. Mais j'ai le soupçon, même si je ne l'ai jamais vraiment testé, que cela pourrait jouer l'audio, le Dolby Atmos, même lorsque la source que vous écoutez ne le propose pas. Il faut qu'un contenu soit masterisé en Dolby Atmos pour qu'il soit lu ainsi, non? J'ai cette théorie parce que j'ai une barre de son Samsung à la maison, et cette barre de son Samsung est équipée du Dolby Atmos, n'est-ce pas? Donc, lorsque le contenu est masterisé pour Dolby Atmos, je peux le lire dessus, mais je peux aussi écouter de la musique en Dolby Atmos à partir de choses comme YouTube, par exemple. YouTube ne prend certainement pas en charge le Dolby Atmos, et mon navigateur non plus, c'est sûr. Et la barre de son prend essentiellement le son stéréo 2.1, tu vois, et le convertit ensuite en Atmos. Donc, il commence à diffuser le son par les canaux de hauteur tout seul quand il pense que c'est approprié, et pour être honnête, au moins sur ma barre de son, il fait vraiment du très bon boulot. Je n'ai jamais eu de problème où, tu vois, c'est juste un peu partout. Non, pas inutilement, comme ça. Il le fait avec goût, et le rendu sonore est bon. Et dans ce cas, je recommanderais vraiment d'essayer ça maintenant. Un autre élément que vous pouvez trouver ici, qui influencera également la qualité de votre son, c'est l'égaliseur. Alors, ici, vous pouvez créer votre propre égaliseur personnalisé ici ou choisir parmi ceux déjà proposés comme Bass Boost, Dynamic, Treble Boost, etc. Vous pouvez donc ajuster le son selon vos préférences et c'est prêt à l'emploi. De plus, si vous avez des écouteurs sans fil, vous pouvez aussi faire cela. En fait, je pense que ça marche avec n'importe quels écouteurs. Je viens de le montrer. Je vais prendre mon téléphone puisqu'il est connecté dessus, donc si je l'ouvre, cela va permettre la connexion. Laissez-lui une seconde. Voilà, c'est connecté. Donc si je vais dans les paramètres, je peux les modifier, comme le bruit ambiant, donc les sons ambiants et tout ça. Mais je peux aussi régler la qualité du son et les effets juste ici, et je peux activer des choses comme l'audio 360. Je peux utiliser l'égaliseur, donc là il est équilibré, mais je peux le changer comme je veux. Cependant, ces écouteurs eux-mêmes, pour une raison quelconque, ne prennent pas en charge l'égaliseur ou le mode égaliseur personnalisé. Je sais que, par exemple, sur ce téléphone, les 3 Pro prennent en charge le mode personnalisé et je suppose que les 4 Pro aussi, même si je ne l'ai pas testé. Je ne les ai pas. Donc les 3 Pro ont le mode personnalisé ici, mais les 2 que j'ai là et aussi les 2 Pro ne l'ont pas. Donc cela pourrait simplement être une limitation des écouteurs eux-mêmes. Mais c'est une option que vous pouvez utiliser ici. Et vous avez d'autres options ici à explorer si vous le souhaitez. Et certaines de ces options que vous trouvez ici, par exemple en utilisant des Samsung Buds, seront également présentes avec d'autres marques. J'ai aussi des écouteurs G-Labs. Et je sais que, par exemple, des choses comme le profil sonore peuvent aussi être modifiées là-bas, si je me souviens bien. Donc ça, c'est une chose. En fait, je vais vérifier rapidement quelque chose. Je veux aussi aller ici sur mon téléphone et voir si j'ai la même option. J'utilise l'ancienne version de One UI. Donc, son et vibration, qualité sonore. Oups, pas ça. OK, donc j'ai bien un mode personnalisé ici que je peux aussi ajuster. Donc c'est plutôt sympa. Donc cela affecterait aussi les écouteurs. Donc je suppose que c'est une sorte d'astuce si vous avez ceux-là et si vous allez dans leurs paramètres. Et vous ne pouvez pas vraiment changer, vous savez, l'égaliseur là-dedans pour un mode personnalisé, mais vous pouvez aller ici dans le menu son et vibration et le modifier pour tout le système. D'accord, passons à la suite. Donc, on va revenir à la page principale des paramètres et on va passer à l'affichage, retour aux options peu inspirées d'ailleurs. Et on a des choses comme le mode clair et sombre, on va ignorer ça, mais
Dans les paramètres du mode sombre, nous avons des options supplémentaires comme le mode de programmation. Donc, si vous l'activez, vous pouvez le régler du coucher au lever du soleil ou sur une minuterie personnalisée. Ainsi, votre téléphone passera du mode clair au mode sombre lorsque le soleil se couche et inversement. C'est une option plutôt pratique. Si vous vous réveillez la nuit pour vérifier l'heure sur votre téléphone, appuyer sur le bouton d'alimentation peut vous éblouir. C'est désagréable et ceci permet d'éviter que ça arrive. Une autre chose ici, un peu plus bas dans la liste, il y a des choses comme le mode d'écran. Nous avons vif et naturel. Alors, je tiens à féliciter Samsung. Ils ont atténué les couleurs de leur mode vif. C'était déjà terriblement excessif avant. Et aujourd'hui encore, je veux dire, c'est un peu trop cuit. Les rouges sont encore beaucoup trop rouges. Il semblerait donc qu'ils aient rendu les teintes naturelles un peu plus éclatantes qu'auparavant, car les rouges restent encore très prononcés. Mais on peut rapidement jeter un coup d'œil à différentes images et voir comment cela l'affecte dans certains cas, comme le bleu ici. N'est-ce pas que cela affecte aussi le jaune? Les rouges? Je ne vois pas vraiment de différence ici. Donc c'est comme ça que ça s'estompe. Ce n'est pas aussi visible. Mais le mode naturel a ici une tonalité de couleur plus atténuée. Et aussi, l'ensemble de l'affichage commence à avoir une tonalité un peu plus chaude, ce que je préfère personnellement. De plus, vous avez aussi la tonalité de couleur adaptative. Celle-ci essaye d'utiliser la caméra frontale pour essayer d'adapter la tonalité des lumières dans lesquelles vous vous trouvez. Maintenant, je trouve que Samsung, du moins peut-être que c'est à cause de cet environnement ici, le fait un peu mal. Sur la caméra, honnêtement, ça a l'air plutôt pas mal du tout. Sur la caméra, si vous regardez le blanc ici et le blanc de la table, ils se ressemblent beaucoup, je ne vais pas mentir, mais ça, c'est seulement sur une caméra, sur mon petit écran LCD pourri. Si je regarde dans le viseur du caméscope lui-même, ce n'est plus du tout le cas. Et si je le regarde physiquement, oh là là, ils ne correspondent vraiment pas. Donc ça essaie en quelque sorte de s'adapter à l'éclairage de la pièce. Donc en théorie, si j'ai beaucoup de lumière chaude, la table blanche qui est juste ici, c'est juste une table blanche normale, devrait devenir un peu plus jaunâtre dans sa teinte. Rien qu'avec l'éclairage, n'est-ce pas, puisqu'elle est éclairée par une lumière plus chaude. Et ce que ce téléphone essaierait de faire, c'est simplement d'imiter ce même effet qu'aurait une table. Il vérifierait si les lumières sont chaudes, il ajouterait alors un peu plus de couleur chaude, jaunâtre, pour essayer d'imiter ce même genre d'effet. Maintenant, il se peut qu'il capte essentiellement l'une de ces lumières un peu plus que l'autre. Et à cause de cela, l'image devient un peu trop jaune, dans mon cas, plus qu'elle ne devrait l'être. Donc, cela pourrait simplement venir de l'installation dans laquelle je me trouve ici, qui l'affecte en ce moment. Comme vous pouvez le voir, quand je l'allume, il passe automatiquement à une image presque bleutée, ce qui paraît encore plus décalé sur le viseur maintenant. Bref, un autre élément ici, c'est la fluidité du mouvement. Et il y a deux modes, standard et adaptatif. En général, choisissez rapidement celui que vous préférez. Si vous ne voyez pas de différence entre les deux, choisissez le mode standard. La raison de cette logique, c'est que si vous ne voyez pas de différence, le mode standard vous offrira une meilleure autonomie, tandis que le mode adaptatif vous donne ce mouvement fluide et agréable. Donc tout paraît parfaitement fluide. Et ici, nous avons une comparaison, mais cette comparaison est exagérée pour que vous puissiez mieux voir la différence. Ce n'est pas un taux de rafraîchissement réaliste ici. Je ne pense pas. C'est beaucoup trop saccadé. Donc, choisissez celui que vous voulez ou celui que vous voyez réellement. Parce que si vous ne voyez pas de différence, le mode standard est meilleur pour vous. Au fait, je pourrais aussi potentiellement me projeter dans le futur et attendre des mises à jour à ce sujet. Par exemple, quelque chose que Xiaomi a mis en place, où c'est au cas par cas selon les applications, ce qui vous permet de personnaliser certaines applications, pour qu'elles ne fonctionnent pas à un taux de rafraîchissement élevé. Donc, vous pourriez aller au moins sur les appareils Xiaomi.
c'est en fait un bouton séparé, enfin même un bouton différent, où c'est une option personnalisée et vous pouvez le régler jusqu'à, vous savez, 120 images par seconde. Mais vous pouvez aussi sélectionner certaines applications pour qu'elles soient exclues de ce taux de rafraîchissement élevé. Elles fonctionneraient donc uniquement à 60. Et ce serait vraiment bien une fois que cela arrivera ici, ce qui, je pense, finira probablement par arriver, car c'est une bonne option spécifiquement pour la gestion de l'énergie. Samsung n'innove pas sur sa batterie et n'utilise pas de silicium-carbone. Il pourrait l'intégrer pour optimiser l'autonomie via diverses astuces. Ainsi, des applis comme Netflix n'auraient pas besoin d'un rafraîchissement élevé car les films tournent en 24 images par seconde. Et comme le contenu bouge, votre écran se rafraîchit à 120 au lieu des 24 du contenu que vous regardez. Donc, cela gaspille beaucoup d'énergie si l'on ne sélectionne pas ou n'exclut pas certaines applications de l'utilisation d'un taux de rafraîchissement élevé. Cela pourrait potentiellement vous permettre d'augmenter encore l'autonomie de votre batterie, même lorsque vous faites des choses comme regarder des séries. Maintenant, ici, nous avons aussi quelques fonctionnalités sympas, comme la barre de navigation, mais je vais y revenir plus tard. Plus tard, une fois que j'aurai autre chose, ou il se peut même que je montre cela sur mon téléphone. Cela prendra tout son sens un peu plus tard. Mais en plus, nous avons aussi le panneau latéral, voilà. Et le panneau latéral est activé par défaut sur un appareil. Vous pouvez le voir juste ici, ce petit truc qui dépasse légèrement sur le côté de l'écran. Cela pourrait aussi se trouver de l'autre côté. Mais peu importe où il est, quand vous faites glisser vers le haut dessus, il s'affiche. Il vous donne aussi cette petite info rapide. Touchez et maintenez la poignée du panneau latéral pour utiliser la sélection IA. Cool, on s'en fiche pour l'instant. Et ici, on a quelques-unes des petites fonctionnalités nulles de l'IA que la plupart des gens n'utilisent probablement pas. Et on a des choses vraiment utiles comme les applications. Maintenant, tout d'abord, je vais vous montrer comment se débarrasser de ces trucs inutiles. Ça n'était pas là avant. Si vous avez déjà utilisé des appareils Samsung, vous avez vu le panneau latéral, mais vous n'avez pas vu ce chien. Donc on peut en fait s'en débarrasser. Parce que, soyons honnêtes, c'est une merde dont personne n'a rien à faire. Donc on va cliquer juste ici sur les 3 points et on va simplement tout désélectionner. Maintenant, on peut revenir en arrière. Et regardez-moi ça. C'est parti. Les trucs inutiles que personne n'a demandé et dont tout le monde se fiche, c'est maintenant parti. Maintenant, vous pouvez évidemment ajouter ici d'autres applications aussi. Et quand vous revenez en arrière, voilà, on en a plus. Si vous en ajoutez encore plus, cette liste devient en fait défilable. Et à part simplement pouvoir lancer vos applications d'ici, ce qui, si vous n'utilisez jamais ça, vous pourriez vous dire « Cool, pourquoi je me soucierais d'une barre si je peux juste, vous savez, les lancer d'ici ?» Eh bien, la raison à cela, c'est que on peut prendre quelque chose comme Chrome en le maintenant, le faire glisser au milieu et le déposer. Et cela va l'ouvrir dans une fenêtre pop-up. Je peux aussi cliquer dessus pour l'ouvrir également dans une fenêtre pop-up. Et maintenant, je peux utiliser mon navigateur. Oh, bon sang, Google, fiche-moi la paix. Voilà, c'est mon navigateur. Je peux le déplacer sur le côté pour le minimiser, puis revenir à mes paramètres. Je peux aussi l'utiliser pendant que c'est ouvert. Comme vous pouvez le voir, je peux aussi le réduire en haut de l'écran en cliquant sur le bouton de réduction. Je peux le mettre en écran partagé, mais je trouve une autre option d'écran partagé un peu plus utile, qui consiste à maintenir ceci. Quand vous le maintenez, il y a cet effet, comme vous l'avez vu. Juste pour vous montrer, je vais fermer ceci afin que vous puissiez mieux voir avec un fond plus contrasté. Donc si je commence à maintenir ceci et cette petite barre juste ici, elle, comme vous l'avez vu, change de taille et a un effet un peu ondulant. Donc, quand cela se produit, je peux soit la faire glisser vers le haut et vous pouvez voir que tout l'arrière-plan de la page du haut change. Donc maintenant, si je la dépose ici, cela mettrait l'écran partagé en haut, en bas ou évidemment resterait comme c'est. Et si vous ne la maintenez pas, évidemment, vous pouvez simplement la faire glisser en haut de l'écran, en bas de l'écran, où vous voulez. Gardez simplement à l'esprit que si vous la faites glisser trop loin vers le bas, vous avez ici une option pour la fermer. Donc cela la supprime tout simplement. Maintenant, de plus, ouvrons réellement le mode écran partagé.
Donc je vais faire ceci et je vais faire cela. Voilà, et j'ai maintenant deux applications différentes ouvertes. Je peux les redimensionner comme je veux. Il y a cependant une limite, comme vous pouvez le voir. Si je pousse plus loin, je la ferme tout simplement au passage. Donc, une fois que c'est redimensionné comme je le souhaite. Je peux cliquer sur ces trois points juste ici et je peux soit inverser l'affichage avec ces flèches. Ainsi, Google passerait alors en bas et Entity irait en haut, où je peux cliquer sur l'étoile. L'étoile vous permet d'enregistrer cette combinaison d'applications et vous pouvez l'enregistrer sur votre écran d'accueil ou sur le panneau latéral ou les deux. Évidemment, mais je vais la sélectionner pour le panneau latéral. C'est généralement de là que je lance cette combinaison de toute façon. Donc maintenant, si je ferme tout ça, je peux simplement faire apparaître le panneau latéral. Cliquez dessus et instantanément, les deux applications s'ouvrent en même temps. Bon, ce n'est probablement pas la combinaison la plus intéressante que j'ai sélectionnée, mais vous n'êtes pas limité à cette combinaison. Vous pouvez choisir ce que vous voulez utiliser en même temps. Par contre, je vais vous donner un petit avertissement. Vous ne pouvez pas toujours utiliser toutes les applications en écran partagé. Certaines applications bloquent parfois le partage d'écran ou l'affichage en écran partagé. Par exemple, je pense que les photos pourraient en faire partie ou l'appareil photo aussi. Faisons un test. Oh non, maintenant ça marche vraiment. Alors, ils l'ont changé. Mais comme je l'ai dit, vous pourriez trouver des applications que vous ne pourrez pas utiliser en écran partagé. Lorsque vous ferez cela, l'application avec laquelle vous essayez de partager l'écran se fermera tout simplement. Celui qui ne peut pas sera tout simplement supprimé, fermé. Donc ça, c'est une chose qui est associée au petit panneau latéral juste ici. Ce qu'on peut aussi faire, c'est si on va dans... Je veux aller dans les paramètres. Laisse-moi juste... Ah, voilà. Il y a une option paramètres. Donc, quand vous le faites apparaître, vous avez en fait l'option paramètres juste ici. Celle-ci disparaît d'elle-même après un moment. Voilà. Donc, gardez ça en tête. Maintenant, quand vous allez dans les paramètres, on peut faire une chose que j'aime personnellement faire, c'est modifier la poignée. La poignée, c'est évidemment la barre sur laquelle je dois faire glisser vers le haut pour l'activer. Ce que j'aime personnellement faire, c'est d'abord, je vais la changer pour une couleur un peu plus visible. Réduisez la transparence pour mieux voir. Placez-le sur les racks de volume, puis ajustez la taille pour qu'elle corresponde exactement au volume. Alors, je pense que quelque chose comme ça, voilà, c'est presque ça. Voilà tout ce que je veux faire et à partir de là, une fois que ce sera dans cette position, je m'en vais. Transparence maximale. Maintenant, pour l'instant, on peut encore le voir, donc il ne semble pas s'être passé grand-chose. Mais quand on revient en arrière, ça disparaît tout simplement de l'écran. Maintenant, la raison pour laquelle nous l'avons placé sur les marqueurs de volume, c'est que maintenant, je sais où faire glisser vers le haut, là où sont les volumes. Donc voici mes boutons de volume, et c'est là que se trouve la barre, il suffit de glisser vers le haut. Donc, il devient assez facile de savoir où elle se trouve tout en la gardant complètement invisible et sans qu'elle n'apparaisse du tout à l'écran. Il y a aussi d'autres éléments ici, comme les panneaux, donc vous pouvez ajouter des panneaux qui sont préchargés avec l'appareil. Vous pouvez par exemple ajouter quelque chose comme la météo. Donc si je fais glisser vers le haut, je peux maintenant passer d'une page à l'autre et cela m'affichera les deux. La plupart du temps, lorsque vous êtes connecté à un compte Samsung, vous trouverez également un bouton Samsung Store juste ici qui vous mènera à leur boutique où vous pourrez trouver des panneaux supplémentaires. Maintenant, je veux être transparent. En général, ils sont payants, mais ils ne coûtent pas très cher. Du moins, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était autour d'1$ ou 99 centimes, voire $1 et 99 centimes, donc c'est relativement abordable. C'est juste un peu dommage de devoir dépenser encore un peu plus d'argent pour quelque chose alors que vous avez déjà payé une certaine somme. Je parle du téléphone lui-même. Mais bon, si quelque chose là-bas vous plaît vraiment, $1,99, ce n'est pas si cher, non? Donc, vous pouvez probablement simplement l'acheter et ensuite l'ajouter à ce panneau. Maintenant, passons aux choses que je voulais vous montrer, mais que je ne pourrai probablement pas, je pense. Parce que si j'essaie de lancer le store, il me faudra sans doute me connecter. Où est le store? Je suis aveugle ou quoi? Celui de Samsung? Où est-ce qu'il est, bon sang? Vous savez quoi? Je vais juste faire une recherche, voilà.
Oui, et donc je dois me connecter malheureusement, donc je vais vous montrer ça sur mon téléphone. Voilà, mon téléphone, c'est le S25, c'est le modèle de l'année dernière, mais je vais lancer le Store. Et le voici. Voici donc le Galaxy Store. Comme vous pouvez clairement le voir ici, ce que vous pouvez rechercher, c'est Good Luck que vous voyez juste là. Je vais simplement cliquer dessus. Et Good Luck est l'application exclusive de Samsung pour la personnalisation. Donc je l'ai déjà téléchargé. Je vais donc rapidement cliquer dessus, puis sélectionner. Je suppose que je vais la mettre à jour. OK, je ne peux pas l'ouvrir sans la mettre à jour, du moins pas à partir d'ici. Je peux tout à fait l'ouvrir depuis les applications. Mais bon, maintenant qu'elle est à jour, je peux simplement l'ouvrir. Et ici, j'utilise deux choses différentes. Celle que j'aime personnellement, voilà. Vous pouvez découvrir d'autres choses ici. Il suffit de cliquer dessus avec la description et de voir ce qui pourrait vous plaire ici. Mais il y a deux choses différentes que j'adore personnellement, dont la première est le Nav Store. Le Nav Store sert à modifier votre barre de navigation. Donc, si je vais dans les paramètres juste ici, puis dans Affichage et ensuite Barre de navigation, vous pouvez voir que je peux choisir entre les gestes ou les boutons, sous plus d'options. J'ai juste la sensibilité du geste de retour, qui est celui-ci, donc pas grand-chose. En termes de personnalisation, ici, il y a en fait moins d'options qu'avant, car auparavant, on avait la possibilité de masquer la barre de guide, qui n'est plus visible ici. Donc, en installant cette application, vous pouvez ajouter des choses comme la numéro 1. Il faut l'activer et à partir de là, je peux soit activer ceci, activer des paramètres de gestes supplémentaires, soit alternativement, je vais simplement le désactiver rapidement. Je ne comprends pas pourquoi ça a juste allumé les boutons. Je vais régler ça rapidement. Afficher. Voilà, c'est fait. Donc, une fois que vous passez au geste, ce qui était visible ici change également. Mais donc maintenant, une fois que j'ai désactivé ça, j'ai les options juste ici, donc vous pouvez l'activer. La poignée de geste, c'est en gros la barre de guidage en bas qui est, bon sang, presque complètement invisible. Est-ce que ça va aider? Oui, ça aide. Donc maintenant, vous pouvez la voir juste ici. Je vois qu'elle est beaucoup plus petite que ce qu'on a ici. Elle est aussi moins visible. Donc maintenant, ce que cela vous permet de faire, c'est simplement de modifier la taille de ceci. Donc vous pouvez changer son opacité, sa taille. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser complètement ici, mais vous pouvez la modifier. Vous pouvez aussi changer sa couleur pour d'autres si vous le souhaitez. Donc cela vous offre un peu de personnalisation également. Laissez-moi juste revenir à ceci. Maintenant, on y va, ainsi que si on active les paramètres de gestes supplémentaires. Si j'active cela, je peux maintenant aller simplement sur cette partie de l'écran et voilà. Donc, je suis retourné dans les paramètres. Eh bien, en fait, juste ici, sous plus de paramètres, je vais cliquer aussi sur plus de paramètres ici. Et maintenant, vous pouvez voir une petite différence. J'ai les anciens gestes de Samsung, ceux où il y avait comme les trois boutons avec des balayages vers le haut. J'ai les gestes normaux qui sont sélectionnés par défaut. J'ai l'indicateur de geste qui est ceci. Encore une fois, je peux tout simplement m'en débarrasser. Et tant qu'on y est, quand on s'en débarrasse complètement, ce que je peux faire maintenant aussi, c'est que normalement, sur d'autres appareils. Donc, je veux vraiment féliciter Samsung pour avoir fait cela. J'apprécie vraiment qu'une entreprise comme Samsung ne considère pas l'utilisateur, c'est-à-dire moi, comme ayant un QI de température ambiante. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'option cercle pour rechercher est activée par défaut sur votre appareil. Et juste pour vous montrer, voici le cercle pour rechercher. C'est une option de recherche de type Google. Et chaque fois que vous masquez la barre de guide sur n'importe quel autre appareil, cette fonctionnalité est automatiquement désactivée. Parce que Dieu nous en préserve, vous ne sauriez pas où se trouve le fichu bas de l'écran. C'est une idée tellement déroutante que je dois maintenir la barre de guide qui se trouve en bas de la page. Si elle est invisible, oh non, où est-elle passée? Personne ne sait. Personne ne sait où se trouve le bas de la page, là où la barre de guide est habituellement, même si je continue de faire glisser vers le haut pour rentrer à la maison. Donc évidemment, je trouve ça complètement idiot.
Mais ici, Samsung me permet quand même de la lancer, même lorsqu'elle est invisible. Des choses vraiment révolutionnaires ici. Donc, bravo pour ça, parce que cette fonctionnalité est généralement incroyable. Et le fait que je puisse la voir et l'utiliser sans que la barre de guide soit visible, je dirais vraiment révolutionnaire, même si c'est une option si simple, mais aucune autre entreprise ne semble avoir compris cela. Donc maintenant que c'est dit, nous pouvons aussi parler du cercle pour rechercher. Maintenant, contrairement à ce que son nom suggère, l'option elle-même n'est pas forcément de faire un cercle pour commencer à rechercher, comme on pourrait le penser. C'est du moins ce que je pensais au début, jusqu'à ce que j'apprenne à l'utiliser, parce que je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas la lancer. Il faut maintenir le bas de la barre ici pour la lancer, comme vous m'avez déjà vu le faire. Laissez-moi juste fermer ceci pour que vous puissiez voir. Voilà. Si vous utilisez les boutons, je vais donc changer rapidement. Il suffit de maintenir le bouton d'accueil et cela fait la même chose. Donc, avec ça, vous pouvez lancer cette option. Et vous pouvez faire des choses comme, par exemple, sélectionner du texte dans des zones où normalement vous ne pourriez pas le faire, comme dans les paramètres. Maintenant, selon ce que vous voulez faire, il y a plusieurs façons de procéder. Vous pouvez entourer pour rechercher, vous pouvez balayer en diagonale ou simplement balayer sur quelque chose. Vous pouvez cliquer. En général, j'utilise en fait le balayage en diagonale où je balaye simplement comme ceci sur le texte ou je clique simplement sur une image pour utiliser l'une de ces deux fonctionnalités au lieu d'entourer pour rechercher. Donc, par exemple, si je veux sélectionner uniquement ceci plus d'options, je vais le faire comme ça. Donc, la façon dont vous naviguez là-dedans, c'est entièrement à vous de voir, mais c'est une chose que vous pouvez faire. Ensuite, faisons apparaître quelque chose. C'est plutôt bien, au moins pour commencer. Donc ici, je n'ai pas de mise au point. Voilà. Maintenant, c'est bon. Donc ici, j'ai juste une simple boîte de KZ. Ou des écouteurs KB02. Pardon, des IEM. Et à l'arrière, j'ai simplement des instructions en plusieurs langues, ou plutôt une fiche d'information. Donc, je vais lancer l'appareil photo. Je peux soit prendre une photo de ceci, soit simplement pointer la caméra dessus et maintenir la barre en bas à droite ici. Donc si je la maintiens juste pour que vous puissiez voir, l'image se figerait. Évidemment, vous pouvez voir que c'est figé lorsque le cercle de recherche se lance. Et maintenant, je peux sélectionner du texte à partir d'ici, alors je vais zoomer pour que vous puissiez voir que je peux sélectionner du texte à partir d'ici. Ou alors, je peux faire autre chose. Recommençons. Je peux cliquer sur l'option de traduction juste ici. Il détecte automatiquement le texte ici. Il existe désormais deux langues différentes. Il y a le chinois, qui ressemble plus au mandarin, je crois, et le japonais, qui est juste ici, je pense. Ou quoi? Ici. Vous pouvez donc le voir dès maintenant. Nous avons donc deux langues différentes. Maintenant, il n'en étiquette plus qu'un seul ici. Comme vous pouvez le voir, le chinois est en quelque sorte tronqué, mais c'est ce qui est écrit, et cela est ensuite traduit en anglais. Mais en réalité, il fait les deux. Vous pouvez voir que celui du haut et celui du bas à droite sont tous deux traduits. Et vous pouvez voir qu'ils se superposent à la zone où se trouvait le texte précédent. Il le remplace complètement et essaie de faire correspondre l'arrière-plan, vous savez, à ce qu'il y a autour ici. Et il essaie simplement de supprimer, en utilisant l'arrière-plan, le texte original. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec des choses comme ça. Vous pouvez voir ce genre d'étrangeté qui se produit juste ici. C'est à cause de cette fonction de flou qui ne marche pas très bien, mais oui, je dirais que c'est sacrément bon pour ce que ça fait réellement. Ce que ça fait, c'est simplement traduire directement l'image et remplacer le texte. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose pour laquelle vous pouvez utiliser ça, c'est tout simplement une recherche d'images. Il se peut que vous tombiez sur quelque chose dans votre journée et que vous essayiez de comprendre ce que c'est. Par exemple, prenons le clavier que j'ai juste ici pour illustrer. Honnêtement, je ne me souviens plus du nom exact de ce truc, un truc comme Faker ou quelque chose comme ça, peu importe. Je me souviens du modèle, c'est Galaxy 80. Donc, tu vois, je vais pointer la caméra dessus et cette fois, je vais simplement prendre une photo.
Maintenant, je peux revenir sur cette photo et je vais lancer Circle to Search. Et au lieu de faire un cercle à nouveau, je vais simplement cliquer dessus. Ça sélectionne automatiquement, de façon intelligente, toute l'image et regarde-moi ça, il l'a trouvé tout de suite. Donc ça, c'est une chose. Tu peux aussi faire ça pour d'autres trucs un peu bizarres comme un truc pour lequel je trouve ça utile, c'est quand tu as des montres. Moi, j'en ai une qui est, tu sais, typique, ou peut-être pas si typique, mais c'est une Timex. Celle-ci, pour être plus précis, tu vois, pour donner un peu plus d'informations. C'est la montre Timex Waterbury Date automatique. Et à part ça, si tu regardes une image, tu peux en gros obtenir une partie de ces informations. Rien qu'en la regardant, tu peux voir le jour et la date. Je peux voir que c'est une Waterbury à cause du logo qui est juste ici, et à part ça, bonne chance pour la trouver. Timex fabrique des tonnes de Waterbury. Elles ne sont pas toutes mécaniques, mais la recherche Google n'est pas non plus la meilleure pour les trouver. Et vous allez le voir juste ici, au fond. Si je fais une recherche pour ça, d'après ce que je sais, ça va en trouver un. Comme il existe différentes variantes d'une même montre, elles auront toutes une couleur de cadran différente. Bref, allons dans notre navigateur et recherchons Timex Waterbury. Due date. Et si je vais dans les images, voyons si je peux la trouver. Je vois un cadran vert. Comme je l'ai mentionné, il existe donc différentes versions, alors il m'en recommande une. Mais si je commence à faire défiler vers le bas et que je veux trouver celle-ci, il y en a une qui est très proche de celle-ci. Je dirais que c'est pratiquement celle-là, mais celle-ci est livrée avec un bracelet en cuir d'origine. Celle-ci est livrée avec un bracelet en métal, n'est-ce pas? Et aussi, le cadran ne semble pas être en finition soleil ici, alors que celui-ci semble avoir davantage une finition soleil. Et on peut voir que la deuxième aiguille est verte, donc ce n'est pas vraiment le même. Tu sais quoi, continuons. Non, ce n'est pas ça, rien ici. Rien ici non plus. Rien ici. Non, et celui-ci a l'air plutôt sympa. Mais de toute façon, ce n'est pas ça, évidemment. Donc je pense que c'est le même, non? Oui, c'est celui avec le cadran vert ou la deuxième aiguille verte. Donc, comme tu peux le voir, il ne le trouve pas, évidemment. Il a trouvé l'original, comme celui avec le cadran vert, mais ça va me donner un numéro de modèle différent. Donc, je cherche exactement celui-ci, qui a un bracelet en cuir différent puisqu'il est marron au lieu de noir. Et je veux le cadran noir au lieu du vert. Évidemment, ce sera un peu plus difficile car le numéro de modèle ici diffère d'environ 100, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais normalement, vous ne remarqueriez pas la différence, n'est-ce pas? Du coup, je peux simplement prendre mon téléphone, soit pointer l'appareil photo vers l'objet, soit prendre une photo, selon ce qui me convient le mieux. Et ouvrons cette photo et je lance Circle pour effectuer une recherche. Cliquez dessus. Je suis tout à fait d'accord, quand même. Non. Alors cette fois-ci, ça a échoué. Je pense que c'est dû à l'éclairage. Généralement, ça ne donne pas de meilleurs résultats. Je vais réessayer. Je vois que l'éclairage est un peu douteux. Bon, j'espère que ce sera un peu mieux maintenant. Essayons à nouveau. Bon, écoutez, on est sur du 4800 ici et non pas sur du 4900. Donc, en toute logique, cela devrait normalement beaucoup mieux fonctionner pour nous. Cependant, il semblerait bien que les différents appareils photo de la marque Samsung rencontrent tout de même pas mal de difficultés lorsqu'il s'agit de réussir à capturer de manière tout à fait fidèle et correcte l'ensemble des nuances de couleurs. Donc Google n'arrive pas à trouver l'image parce que les couleurs sont faussées. C'est donc quelque chose que je peux aussi voir ici sur l'image. C'est un peu décalé, je dirais. Donc il n'arrive pas vraiment à définir correctement quelles sont les couleurs ici. Donc ça fausse le résultat. Et comme je l'ai mentionné, la différence, je pense que c'est le 9 cents qui s'affiche ici.
Oui, le 4900 ou 4900, c'est le modèle noir que j'avais vu au départ dans la recherche. Celui que j'ai ici, c'est le Whitsense, donc c'est comme je l'ai dit, 100 de différence, mais voyons voir. Peut-être que cela me montre bien la même chose, ce que je recherche, c'est-à-dire la bonne réponse. Voilà, on atteint les 800. Fin. Et en fait, chose assez amusante, c'est exactement celle que j'ai ici même, qui vient de cette personne sur ce site. Donc oui, voilà. Donc il le trouve sans problème. Cette fois-ci, Google s'est un peu planté en m'affichant les infos, mais d'après mon expérience, il me montre généralement les infos correctement, ce qu'est réellement la chose. Et évidemment, si ce n'est pas correct ou si vous ne savez pas si c'est correct, vous pouvez simplement faire défiler vers le bas et commencer à regarder les options. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est à 4800 donc. Ce n'est pas le bon car il a un bracelet noir, donc ce n'est pas celui-là, mais celui-ci est le bon, évidemment. Avec un bracelet marron et un cadran vert, juste ici, est-ce même... Ah, voilà, il y a bien un cadran vert. Donc ce serait le 47. Ah, donc 47, c'est ou celui qui a un cadran vert. Bracelet marron ou en cuir? Le bracelet en cuir noir, c'est le 48. Et le 49, c'est le noir sur, je crois, noir. Donc oui, comme je l'ai dit, il y a un peu de bizarrerie avec ceci. Comme tu peux être très proche, mais pas exactement le numéro de modèle que tu regardes, n'est-ce pas? Même quand tu essaies de le trouver. Donc c'est plutôt bon pour ça, mais il y a quand même des limites dans des cas comme celui-ci. Là, ça se plante complètement. Il ne sait pas non plus ce qu'il regarde, maintenant à cause de l'éclairage qui... Voilà. Vous pouvez maintenant un peu mieux voir la forme de ceci. Je pense que c'était quelque chose comme un aimant de réfrigérateur à un moment donné. Quand il avait l'aimant. Mais vous pouvez voir que c'est une sorte de forme de losange. Et je peux pointer une caméra vers ça. Et, pour l'amour de Dieu, elle ne trouvera jamais rien d'utile. Et juste pour faire ça, je vais aussi essayer de régler les expositions ici. Histoire que la caméra ait un peu plus d'éléments à prendre en compte. Là, l'image est complètement surexposée du côté de la caméra. Voilà. Je vais baisser la luminosité. Alors, c'est parti. Maintenant, je vais recommencer. Cercle de lancement. Pour effectuer une recherche, cliquez simplement ici. Vous pouvez le rendre plus petit. Et on peut voir que, du point de vue de la forme, ça dégage une impression similaire. Mais il n'existe rien d'exactement comparable. Peut-être ceci. Il ressemble un peu, voyons par curiosité. Je pense que c'est ça, d'accord. Bon, je pense que ça ressemble plutôt à une pierre ici. Évidemment, ceci est en plastique. Donc, comme je l'ai dit, il y a certaines limites à cela de toute façon. Une dernière chose que je voulais montrer, si j'arrive vraiment à le faire, c'est voyons, je veux attraper quelque chose. Voilà, prenons un petit chiffon. Alors, l'une des vraies fonctionnalités d'IA, waouh, ce chiffon est à peine visible sur l'enregistrement. Laissez-moi le baisser encore plus. D'accord, donc j'ai un petit chiffon et je vais lancer l'appareil photo. Et ça, c'est l'une des fonctionnalités d'IA que Samsung a ajoutées. En filmant normalement, vous voyez que c'est en UHD 60 fps. Donc je vais le faire un peu hors de l'écran parce que j'ai un espace limité ici. Et on va voir si ça va marcher. Donc je viens de capturer rapidement, vous pouvez voir une goutte. Maintenant, voyons si je fais ça. Je peux convertir de HDR à SDR. C'est plutôt intéressant. Album privé. Non. Où est l'option? Non.
Je vais vérifier ça rapidement. Essayez de comprendre comment le lancer. J'espère que je n'aurai pas besoin du compte Samsung parce que ce serait un peu embêtant. Si c'est le cas, je vais simplement utiliser mon téléphone à la place, mais laissez-moi juste essayer rapidement de faire fonctionner ça. D'accord, j'ai compris comment activer ça. Donc, si vous commencez à lire la vidéo que vous avez capturée et que vous la maintenez appuyée, vous pouvez voir qu'elle commence à bouger un peu lentement. Quand vous relâchez, vous avez la possibilité d'enregistrer le clip en slow motion. Je vais donc cliquer dessus et ça va convertir cette image, ajouter des images intermédiaires artificielles. Et maintenant, nous avons une nouvelle image ou une nouvelle vidéo. Bon, malheureusement, je n'ai sauvegardé que la dernière partie. Je vais donc réessayer avec l'enregistrement réel. Je vais lui laisser un peu plus d'espace. Et voilà. Essayons maintenant. Et on dirait que c'est le cas. J'essaie un peu de comprendre au fur et à mesure, donc il semble que je doive peut-être le maintenir pendant toute la durée. Voilà, et maintenant je vais le convertir. Et retournons dans notre galerie, juste ici. Et vous pouvez voir, ça l'a transformé directement en slow motion. Et honnêtement, en considérant cela, je pense que c'était littéralement juste quelques images ici. Vérifions rapidement. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait environ 14 images. Et évidemment, cela prend simplement ces 14 images et les transforme en une chute beaucoup plus fluide, avec plus d'images, plus de fluidité. Donc oui, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec pratiquement n'importe quelle vidéo que vous avez. Et tout ce que vous avez à faire, c'est simplement commencer à maintenir votre doigt. À partir du moment où vous voulez ralentir jusqu'au moment où vous voulez arrêter de ralentir. Et malheureusement, il semble que cela ne convertisse que cette section spécifique. Et en fait, cela la sépare de la vidéo et en crée une nouvelle. Donc c'est un peu dommage. J'aurais probablement préféré qu'il vous permette, vous savez, de créer une nouvelle vidéo, de prendre le point où vous maintenez pour ralentir, puis de continuer la lecture à partir de ce point. Mais c'est comme ça. Et cela vous permet quand même de faire une astuce sympa ici, avec le ralenti, ce qui pourrait éventuellement vous servir dans certains cas. Mais bref, ceci étant dit, j'ai terminé avec les choses que je voulais vous montrer. J'espère donc que cela vous a été très utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.